Bonjour Fatia, je me présente, Fatia Mabri, présidente de Femmes Solidaires, le Blanc-Ménil. Donc le thème d'aujourd'hui c'est Ensemble fortes contre les violences. C'est le thème qu'on a choisi pour mettre un éclairage sur nos luttes, car évidemment toutes les luttes doivent être menées à plusieurs. Donc merci à vous d'avoir répondu nombreuses et nombreux à notre invitation. On me signale que Didier Mignot va arriver dans quelques minutes. Donc, merci à Didier, même s'il n'est pas là. Merci à Hervé Brami d'être là. Et puis, je vais vous présenter les participants. Donc, c'est une grande dame qu'on ne présente plus. C'est notre députée de cœur. Elle mène depuis toujours le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle le mène en tant que femme, mais aussi en tant que législatrice. J'ai envie de dire qu'elle le fait avec ardeur, avec ferveur. Merci d'accueillir chaleureusement Marie-Georges Buffet. Africa, c'est l'Afrique romaine qui rime avec Courneuvienne. Il y a en effet à la Courneuve un lieu où les femmes peuvent se retrouver, se raconter et échanger leurs expériences. On leur donne alors les moyens, les outils pour renaître, se ressaisir et devenir actrices de leur vie. J'ai envie de dire de la présidente d'Africa qu'elle est volubile et passionnée, passionnée et volubile. En arabe, son prénom signifie heureuse. Nous sommes heureux, Mimouna, aujourd'hui, Mimouna Adjam, de t'accueillir parmi nous. Merci. Il est le cofondateur et porte-parole de Zéro Macho. De lui, je dirais que c'est très courageux aujourd'hui de dire « je ne suis pas un macho ». Un macho qui affiche avec exubérance sa virilité. Oui, pour moi, c'est très courageux aujourd'hui de dire qu'il y a en chacun de nous du masculin et du féminin. Et qu'il faut déconstruire les stéréotypes. Et Zéro Macho fait un gros travail de pédagogie en ce sens. Zéro Macho, il vous le dira tout à l'heure, lutte aussi contre le système prostitutionnel. Merci à Fred Robert d'avoir accepté notre invitation. Alors, en deuxième partie de notre rencontre, nous accueillerons une jeune comédienne et danseuse, Clara Alexis, qui a été inspirée par un texte qu'elle va nous dire et autour duquel elle a créé 2 chorégraphies. Vous allez donc vivre un beau moment de poésie car on a besoin bien évidemment de passer par le prisme de l'art pour sublimer parfois la triste réalité. Et puis, un morceau de choix, un morceau attendu que Pierre Lavingue va nous offrir. Il va nous dire, nous déclamer un poème de Catulle Mendes, un poète du 19e siècle, avec brio, croyez-moi. J'ajoute que c'est un monsieur que j'aime beaucoup, il a conquis mon cœur et mon esprit, et il a complètement épousé notre cause, celle des femmes en quête de liberté. Je crois qu'il est important de dire aux êtres qu'on aime, qu'on les aime. Alors, on t'aime, Pierrot. Enfin, j'ai écrit un texte en hommage aux absentes, celles qui ne sont plus de ce monde, et celles qui continuent de vivre sous le joug d'un conjoint, d'un frère, d'un père, d'un homme. C'est un extrait que j'ai écrit, alors je vous ai choisi qu'un extrait parce qu'il fallait faire court. Ça s'appelle le Zahir. En arabe, décidément. Zahir signifie le... on accueille Didier Mignot qui arrive.
Merci Didier d'être présent, on t'a évoqué tout à l'heure. Donc je reprends, c'est un texte que j'ai écrit et je vous en lis un extrait. Donc en arabe, le zahir, ça signifie le visible. Et le visible qui est tellement présent que ça vous prend toutes vos pensées, tout votre esprit, au point que ça devient une obsession. Et pour ma part, j'ai été pendant trop longtemps le zahir de mon conjoint. Je plie, je ploie sous les injures et les menaces. Je fais silence, je me fais violence. J'entends mes cris sourds et ma peine. Je fais silence et j'ai peur. Je ne dis pas, je dissimule. Je perds l'équilibre et l'espoir se perd. Je m'isole, je m'oublie et je fixe ma peine. Je me fige, je suis, et je deviens voyageuse immobile. Je m'abstiens et je doute. J'égrène parfois de longues minutes de tristesse. Je m'habitue et m'adapte à ma sourde mélancolie. Et puis, je lis, j'écoute, et j'entends une voix lucide. C'est la mienne. J'ouvre les lèvres, je respire, je vis. Je sors, je m'ouvre, je respire, je vis. Je prends conscience et je vis. J'exulte, je dis les mots, je m'affirme. Je souris et je contemple ma vie. Je cours, je respire. Enfin, je respire. Je suis sur le chemin de la vie. Merci d'être venu aujourd'hui, en cette journée du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Donc, pour commencer mon propos, je voudrais d'abord citer 2 chiffres. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Donc en France, il y a eu 123 femmes mortes en l'année 2017. Et un deuxième chiffre, une agression sexuelle a lieu toutes les 55 secondes en France. Les violences, le sexisme, les inégalités salariales, l'harcèlement de rue, l'harcèlement sexuel, les viols, les femmes s'engagent aujourd'hui et prennent la parole. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de l'affaire Weinstein et du hashtag Balance ton porc. Donc c'est une libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux. Suite à cette affaire-là, les plaintes dans les commissariats ont augmenté, ce qui est en soi une bonne chose, mais c'est qu'un début. Il y a des femmes médiatiques qui se sont engagées de par leurs histoires, donc notamment Flavie Flament, qui a subi un viol à l'âge de 13 ans. Et, car le délai de prescription, en fait, quand on subit une telle agression, est de 20 ans. Et le combat de Flavie Flament était notamment d'augmenter ce délai à 30 ans. Aujourd'hui, dans les mesures citées par le président Emmanuel Macron, cela fait partie du plan égalité homme-femme, donc de passer le délai de prescription de 20 ans à 30 ans. Il y a également d'autres mesures, comme différentes mesures. Alors, je vais juste refaire un point, parce qu'en fait, comme c'est tombé tout à l'heure, c'est assez dans le moment, dans l'actualité. Donc, la lutte contre le harcèlement de rue, c'est-à-dire verbaliser les propos, par exemple, quand vous avez des hommes qui vous interpellent pour vous dire des insultes, l'idée serait de verbaliser ces propos-là. Ensuite, il y aurait plus d'informations pour les victimes sur les démarches à faire quand on est victime de violence, avec notamment une plateforme de signalement en ligne qui permettrait à ces personnes de se signaler sur Internet et de recevoir des conseils et d'être orientées, ce qui permettrait par la suite d'être prises en charge plus rapidement. Une augmentation de budget de 13% pour lutter contre les violences faites aux femmes.
À savoir que notamment en début de quinquennat, il y a eu des baisses à ce sujet-là, donc on peut aussi s'interroger sur cette mesure. Est-elle réellement une réelle augmentation ou est-ce juste un rééquilibrage des budgets? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Emmanuel Macron promet de faire de cette cause des violences faites aux femmes une priorité. Donc c'est une mesure intéressante et positive. Cependant, il reste aujourd'hui beaucoup à faire et nous serons là, nous, notamment les associations et les militants et militantes, pour s'assurer que tout ça sera effectivement... Donc voilà, pendant toute cette semaine, moi je suis beaucoup intervenue dans des centres, voilà, dans des centres sociaux, dans des maisons pour tous, voilà, où on a fait réagir les femmes aussi sur les violences, sur ce fléau mondial qui, je parlais tout à l'heure de la dégradation de la vie économique et sociale, mais ce fléau qui est très ancien et qui est quasi universel. C'est cette question des violences faites aux femmes. C'est un fléau qui touche les femmes, quel que soit leur milieu social, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion. C'est vraiment un fléau qui est mondial et c'est malheureusement ce qui est le plus partagé aujourd'hui dans le monde. Alors bien sûr, on ne va pas voir la vie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été obtenues grâce aux luttes des femmes et en tout cas ici, dans toutes les rencontres que j'ai eues avec les femmes, il y a quand même, bon, il y a beaucoup d'optimisme bien évidemment, mais il y a aussi quand même pas mal de pessimisme. Par exemple, lorsqu'on a fait réagir les femmes sur les violences verbales, sur les violences psychologiques, sur le harcèlement, eh ben, vous savez, c'est pas toujours vécu comme étant des violences. Beaucoup de femmes nous parlent et accepteront peut-être de parler de violence quand ça sera de la violence physique, quand c'est quelque chose qui se voit. Alors c'est vrai qu'il y a eu ces dernières semaines, avec l'affaire Weinstein, il y a eu une grosse libération de la parole des femmes, mais en tout cas dans nos quartiers, beaucoup de femmes nous ont dit oui, mais nous on n'est pas tellement concernés parce que ça concerne des actrices, parce que ça concerne des milieux sociaux plus favorisés, alors que quand on discute avec elles, on voit bien que, bien évidemment, elles sont complètement concernées par cette libération de la parole, mais on sent que c'est encore difficile. Alors, on a beaucoup parlé, et on a bien évidemment des moyens, parce que dans nos quartiers, c'est aussi la question des moyens. Moi, je parle de la Courneuve, où on se dit qu'il y a quand même un peu de choses. On a 5 appartements relais, on a une intervenante sociale au commissariat de police qui est payée par la ville de la Courneuve, une assistante sociale à mi-temps, et de toute façon ces deux intervenantes nous disent qu'elles reçoivent énormément de femmes qui dont une partie réfléchit encore, ne veut pas déposer plainte encore, mais en tout cas qui se signale à la police ou chez l'assistante sociale, mais que quand même la question numéro 1 qui nous est posée à nous, et beaucoup de femmes nous l'ont rappelé, c'est la question du logement. Parce que moi, quand une femme vient me voir à la permanence et elle me dit moi je viens de prendre des coups, je veux me mettre en sécurité, moi et mes enfants, j'ai quoi à lui dire, j'ai quoi à lui proposer. Il n'y a absolument aucune structure d'accueil pour les cas d'urgence pour les femmes comme elle. Donc beaucoup de femmes malheureusement vont retourner vivre dans le lieu où elles ont connu, où elles connaissent encore la violence. Donc ce problème du logement, je vous assure que ce n'est pas un petit problème hein, pour ces femmes, parce que malgré toutes les volontés des mairies ou même du conseil départemental, on n'arrive pas bien évidemment à répondre à la demande, mis à part bon, très souvent de mettre à disposition des chambres d'hôtel pour les femmes et les enfants. Mais vous savez, moi j'ai connu une femme à la Courneuve qui est restée 3 ans et demi à l'hôtel Étape à la Courneuve avec ses enfants. Elle avait 4 enfants. Et encore, elle était à la Courneuve, ses enfants ont pu être scolarisés, mais très souvent on leur propose d'aller beaucoup plus loin que le lieu de leur scolarisation.
Donc oui, il faut qu'on continue aussi à faire libérer la parole des femmes. Il faut qu'on fasse confiance à cette parole des femmes, parce qu'on entend par-ci et là toujours les mêmes, une certaine élite et des gens qui viennent nous dire que, et d'abord le président de la République ce matin, je regrette parce qu'il a annoncé un certain nombre de mesures intéressantes. Il a quand même parlé de délation. Pour nous, ce n'est pas de la délation, c'est de la dénonciation. Il ne faut pas faire la confusion entre les termes. Moi, je suis pour que les femmes dénoncent, même si elles n'ont pas déposé de plainte. Ça n'a absolument rien à voir avec la délation dont nous a parlé Zemmour, ou dont nous a parlé Finkielkraut, en nous disant que ça lui rappelait des sombres pages de l'histoire de France. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et ça fait du bien à beaucoup de femmes. Et voilà, moi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on continue, parce que c'est un combat qui est extrêmement difficile, qui est aussi extrêmement douloureux, et qu'on a des femmes qu'on accompagne, et ça dure depuis des mois, voire depuis des années, parce que nous on respecte le choix des femmes, et il y a des femmes qui ne sont pas encore prêtes pour déposer plainte. Il y en a qui le font, et en général celles qui le font assez rapidement, c'est souvent les femmes qui n'ont pas d'enfants, parce que la présence des enfants au domicile reste un énorme chantage qui est fait contre les femmes aussi, parce qu'elles ont peur qu'on leur retire les enfants. Et je vais terminer en parlant juste d'un combat qu'on a mené avec notre député qui concerne les femmes immigrées, parce qu'on est un département monde, nous sommes plusieurs villes monde dans ce département, et on est fort de cette richesse humaine et de diversité humaine, même si on n'a pas toujours les moyens pour pouvoir accueillir ces populations. Juste un petit exemple au niveau de la formation linguistique, parce qu'on nous dit que ces gens ne savent pas parler français. Dans le département, on a perdu 600 000 heures de formation linguistique pour les étrangers, donc je vous laisse imaginer là aussi la carence de l'État, et aussi le fait que les associations ne peuvent pas répondre à tout ça. Et donc, ça faisait déjà plusieurs années, avec la députée de notre circonscription, parce qu'elle n'est pas députée que chez vous, elle est députée aussi chez nous, et qu'on mène ce combat. Et voilà, à chaque fois, on l'envoyait à Marie-Georges, on lui envoyait des situations de femmes étrangères qui, en plus d'avoir vécu très souvent des violences, se trouvaient victimes d'une double peine parce qu'on leur retirait le titre de séjour. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah bon, mais comment ça peut être possible ?» et tout. Ben oui, c'est possible. Il s'agit de femmes qui sont venues dans le cadre d'un regroupement familial ou dans le cadre d'un mariage avec un Français. Alors en général, c'est très souvent quelqu'un de la famille et c'est ou quelqu'un de l'entourage familial du village qu'elles ont connu dans le pays d'origine. Et c'est, on va dire, il y a quelques mariages d'amour, hein. Je le dis parce qu'on en a eu quand même des femmes qui nous ont dit moi j'ai eu un mariage d'amour, mais dans la majorité des cas, ce sont, si c'est pas tout le temps des mariages forcés, en tout cas des mariages arrangés par les familles, où ces filles n'ont pas dit franchement oui, mais elles n'ont pas dit franchement non. Et elles se sont retrouvées ici en France, dans un pays qu'elles ne connaissaient pas, rejoignant ce mari, et très rapidement, pour beaucoup d'entre elles, elles se sont rendues compte que ce n'était pas le mari dont elles avaient rêvé, et ce n'était pas le mari en tout cas que les familles leur avaient vendu. Et très souvent, donc il y a des violences de la part du conjoint, mais pas que, de la part aussi de la belle famille. Et le drame se produit au moment où ces femmes se présentent à la préfecture pour le premier renouvellement de leur titre de séjour, parce qu'on a besoin de la présence de monsieur, et il faut que les femmes puissent justifier d'une vie commune effective avec ce mari, une vie commune de 4 ans. Et ben voilà, ben on n'arrive pas à voir le monsieur il n'est pas là, puis monsieur s'en fout, et monsieur quelquefois, voire même il dénonce sa femme au service des étrangers pour dire qu'elle a fait un mariage blanc. Donc ces femmes se retrouvent sans papier, et pendant des années on a accueilli ces femmes dans nos permanences, et à chaque fois on les renvoyait vers la députée qui intervenait très souvent auprès du préfet, jusqu'au jour où c'était en 2015, Marie-Georges s'est dit bon, il y en a marre quoi, du cas par cas, et on va essayer de passer donc à une solution législative. Marie-Georges a déposé sa proposition de loi donc, visant à l'autonomie des femmes étrangères, qui regroupe
plusieurs profils de femmes, hein, pas que le profil dont je vous ai parlé. Elle pourra peut-être vous en parler après si vous le souhaitez. Et ce projet de loi est devenu une loi qui a été votée le 26 mai 2016. Bien évidemment, on n'a pas gagné sur tout. On n'a pas gagné les 7 articles qui avaient été proposés par Marie-Georges, on en a gagné 2, qui, notamment par rapport à la violence et les belles familles, la violence familiale qui est reconnue, il n'y a pas que la violence conjugale. En tout cas, je sais que Marie-Georges, elle est décidée, et on est décidé aussi à redéposer la loi et à continuer. Mais juste pour vous dire que dans cette loi, dans la proposition qu'avait Marie-Georges Buffet, c'était aussi que les violences telles que la polygamie ou les violences telles que les répudiations qui sont prononcées dans les pays d'origine cessent. Parce que ça, il y a aussi pas beaucoup de gens qui le savent, mais beaucoup de femmes françaises, origines de, ou beaucoup de femmes étrangères continuent d'être régies par des accords bilatéraux que la France a signés avec les pays donc, qui ont été au moment de la décolonisation. Alors ces accords, voilà, on nous a dit clairement à l'Assemblée nationale qu'on n'avait pas le droit d'y toucher parce que c'était anticonstitutionnel, mais que voilà, toutefois on allait voir de la manière de pouvoir contourner ce problème. On est toujours en bagarre, on est toujours en lutte, hein, voilà, on va continuer parce que pour ces femmes qui sont quand même de plus en plus nombreuses à venir, on a réussi depuis qu'on a lancé cette campagne, je crois qu'on en est à, pas que sur la Courneuve, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui viennent un peu partout, à pouvoir régulariser 17 femmes qui étaient dans cette situation. Et je pense que les dernières régularisations qu'on a obtenues, même si la loi n'est pas passée totalement, je pense qu'on a pu, nous en tout cas, demander de la bienveillance compte tenu de la loi qui avait été déposée. Donc voilà, je vais arrêter. En dessous de 15 ans, s'il y a un rapport sexuel, la sanction pénale peut être effectuée. Quel est le débat aujourd'hui? Le débat, c'est sur le consentement. Est-ce qu'on estime qu'un enfant de moins de 15 ans peut donner son consentement à un rapport sexuel avec une ou un adulte? Voilà. Donc le débat porte sur l'idée, est-ce qu'en dessous de 13 ans, on estime qu'il n'y a pas consentement, et donc que l'adulte qui a un rapport sexuel avec une enfant ou un enfant de moins de 13 ans est un violeur? Ou est-ce que c'est à 15 ans qu'on estime que l'adulte est un violeur? Donc c'est tout le débat qu'on va avoir lorsqu'on aura ce projet de loi dont nous n'avons pas encore eu connaissance dans le détail. J'ai entendu ce qu'a dit le président de la République, j'avais entendu ce qu'avait dit la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme précédemment, donc nous allons ouvrir ce débat. Bien évidemment, dans les annonces du président Macron, il y a des annonces qui sont intéressantes, par exemple comme la pré-plainte par Internet ou par téléphone. Ceci dit, il faut qu'il y ait des moyens pour répondre à ces pré-plaintes et aux plaintes. Il faut que dans les commissariats, nous ayons des salles spécifiques où peuvent être accueillis les femmes ou les garçons, les filles qui portent plainte, qui puissent être entendus dans la discrétion, dans le respect de chaque individu. Donc, à juste titre, les forces de police demandent des moyens. Et puis, il faut aussi des moyens à la justice pour qu'ensuite, ces plaintes ne soient pas mises dans le tiroir, mais que ces plaintes soient suivies des faits. Et puis, il faut aussi, j'ai entendu le fait que les hôpitaux pourraient faire des examens pour savoir s'il y a eu viol ou pas viol, et garder ces examens, même si la personne, parce qu'elle a peur, parce que, voilà, ne va pas tout de suite porter plainte. Là aussi, c'est une bonne idée, mais il va falloir les moyens pour, voilà, pour que toutes ces idées rentrent dans la vie. Donc moi, je vais être très attentive au contenu de la loi, lorsqu'elle va arriver, on nous parle du printemps 2018, mais je vais être aussi attentive aux moyens mis pour que la loi ne reste pas lettre morte. Parce que des lois sur le harcèlement sexuel, nous en avons déjà voté. Nous avons voté en 2011 la grande loi contre toutes les violences faites aux femmes. Nous avons voté
une loi qui fait que le viol est devenu un crime. Toutes ces lois ont été votées, des fois avec difficulté. La loi contre les violences faites aux femmes, il a fallu qu'on se batte pour obtenir qu'une commission spéciale soit mise en place et qu'enfin la loi soit votée. Le problème, c'est qu'ensuite, que ces lois rentrent dans la vie. J'ai parlé des problèmes de moyens, mais il faut aussi de la formation. En Seine-Saint-Denis, comme les fonctionnaires ont été très sensibilisés grâce à l'Observatoire sur la parité homme-femme, grâce à l'action des élus, on a beaucoup d'ordonnances de protection qui sont prises par le procureur de la République. On a des commissariats, je pense à la Courneuve, où y compris la mairie a mis une personne payée par la mairie qui accueille toutes les femmes ou les hommes victimes de violences. Mais on a plein de départements en France où, comme il n'y a pas eu de sensibilisation, de formation des personnels de police, de justice, etc., eh bien, il n'y a quasiment aucune ordonnance de protection qui n'est prise. Donc, il y a besoin d'une mobilisation générale de la société pour que les lois qui sont votées rentrent dans la vie. Je crois que c'est vraiment essentiel, parce que vraiment les lois... Bon, je suis une vieille députée, donc j'en ai voté quelques-unes. Mais après, c'est comment elles rentrent dans la vie. C'est la question essentielle pour nous les femmes, pour nous protéger. Une note quand même un peu positive. Parce que j'écrivais l'éditorial de ma prochaine lettre de députée qui va sortir en décembre. Et je l'ai faite justement sur les femmes. Moi, je me félicite que les femmes prennent la parole. Qu'elles n'arrêtent pas de prendre la parole. Parce que tout ce que les femmes ont obtenu dans ce siècle, elles l'ont obtenu parce qu'elles ont pris la parole. On a obtenu en 1944 le droit de vote et le droit d'être éligible parce qu'il y a eu les suffragettes et puis parce que les femmes étaient dans la résistance au nazisme. On a obtenu le droit de travailler et de déposer un compte en banque sur l'autorisation de nos maris parce qu'on s'est mobilisé. Années 70, c'est pas au XVIIIe siècle, hein. 1970. On a obtenu le droit à la contraception. On a obtenu le droit à l'interruption volontaire de grossesse parce qu'on a fait des centaines de manifestations pour dire que notre corps nous appartient et nous choisissons quand nous voulons une maternité ou quand nous ne la voulons pas. Et on a gagné à chaque fois. Donc c'est voilà, je voudrais être un peu optimiste parce que ce qui est en train de se passer contre le harcèlement sexuel et tout, je pense que ça va nous permettre de nouveau de marquer des points. Voilà, on est dans une nouvelle phase de mobilisation, et je sais qu'à Paris, cet après-midi, de grandes manifestations ont lieu. On est dans une nouvelle phase de mobilisation qui va nous permettre de marquer de nouveaux points. On a obtenu la parité comme cela. Alors, c'est pas encore parfait, loin de là. Moi, je vois bien l'Assemblée nationale. Bon. Mais grâce à notre action, grâce à des réunions comme celle-ci, grâce à notre action, à chaque fois, on marque des points. Donc, moi, je me félicite vraiment de ce qui est en train de se passer, parce que, bien sûr, c'est beaucoup de souffrances qui se disent, mais cette souffrance, c'est de l'action, c'est de la détermination. Et je le sais en regardant certaines d'entre vous, grâce à cette action collective, la vie personnelle est moins difficile, parce qu'on est ensemble et on fait face ensemble. On part de l'idée que pour changer, il faut déjà qu'on se change nous-mêmes. Donc c'est pas mal d'actions auprès des hommes, et notamment de l'homme de la rue, qui en général a une conscience de ce dont on parle, qui est au niveau zéro. Donc on essaye d'avoir des actions dites de terrain, qui consistent, par exemple, la veille des fêtes des mères. Alors on a toujours une action qui est un peu... Il faut être un peu simpliste avec les hommes, parce qu'encore une fois, ils sont habitués à ne pas voir. On est élevé de manière à ne pas prendre conscience de ces choses-là, et on est toujours stupéfait, les hommes sont toujours stupéfaits, et puis ils sont sur la défensive. Vous connaissez ce truc, dès qu'on dit un truc à un mec, il dit toujours « Ah non, mais pas moi, machin, je suis pas parti du... » Jamais, je connais personne, aucun homme qui se sente responsable de quoi que ce soit en matière de violence. Donc la veille de la fête des mères, on fait par exemple dans plusieurs villes de France des actions de repassage, c'est-à-dire que c'est un peu ridicule et un peu simpliste. Vous allez me dire c'est vraiment le niveau zéro, mais c'est intéressant parce que ça permet aux hommes
de comprendre, de prendre conscience. Alors on arrête les hommes dans la rue, on leur dit est-ce que vous savez repasser. Donc quand vous arrêtez les hommes dans la rue, 100% des hommes repassent. Hein. Ils sont tous persuadés de savoir bien repasser et de repasser autant que les femmes. Mais néanmoins, en insistant, on leur dit mais est-ce que vous savez que la plupart des tâches ménagères, notamment les tâches ménagères les plus astreignantes, les plus contraintes, les plus pénibles, c'est toujours les femmes qui les font. Et par les tâches ménagères, on arrive à montrer qu'il y a un fil qui va de la tâche ménagère jusqu'à la violence, qui est le même. Alors tous les hommes ne sont pas violents, hein, encore une fois, physiquement, mais il y a un continuum. Donc quand on s'adresse aux hommes, on fait ces actions de terrain. On aimerait, mais c'est un peu compliqué parce qu'on est une association qui n'a pas de moyens, et puis on n'en demande pas vraiment à ce stade. On aimerait beaucoup, parce qu'on pense que c'est la clé, intervenir auprès des jeunes, parce que l'éducation, c'est évidemment, il nous paraît important. Une des recettes que nous a donné, celle qui nous a un peu réunis et qui nous a lancé, qui s'appelle Florence Monreno, qui est une militante qui a créé les chaînes de garde, qui a co-créé le MLF et encore féministe. C'est dire, quand vous vous adressez aux hommes, faites comme si vous parliez à un adolescent de 14 ans. Et 14 ans, c'est assez intéressant, j'ai un fils de 13 ans, donc je vois bien, c'est la naissance de la prise de conscience, et c'est le moment où pour appartenir au groupe, parce que quand on a 14 ans, on est obsédé par l'idée d'appartenir à un groupe et de se fondre dans le machin, c'est le moment où on s'habitue à ce que ça se fait toujours sur le dos des femmes, hein, la connivence entre les hommes. Hein. Il s'agit... Vous connaissez beaucoup, la plupart des femmes ne connaissent pas les discussions de vestiaire, les discussions entre collègues. Mais la vraie violence, je peux vous dire, moi je l'ai connue, et j'ai grandi dans Paris, dans un arrondissement du centre, donc il ne faut pas croire que dans les milieux riches et éduqués c'est différent. Non, c'est pareil dans tous les vestiaires du monde entier. Ça se fait sur le dos des femmes, c'est des plaisanteries, c'est pas forcément méchant, mais c'est toujours méprisant. Mais c'est un mépris qui est parfois forcé pour faire partie du groupe. Et je trouve ahurissant qu'au collège, à aucun moment, on explique à un adolescent, en particulier à un garçon, que la violence et les paroles ont des conséquences, et que ces conséquences sont énormes, que les femmes victimes d'inceste sont des millions en France, qu'il y en a quasiment dans toutes les classes de collège, que les hommes sont 20 fois plus en prison que les femmes, que les hommes sont responsables de 90% des accidents de la route et des accidents du travail, et je ne vous parle évidemment pas des viols, du harcèlement, des meurtres domestiques. Bref, qu'un adolescent de 14 ans n'entende jamais dire qu'il est potentiellement un de ces criminels et qu'il faut qu'il respecte un certain nombre de choses, je trouve ça hyper grave. On a choisi, nous, Zéro Macho, pour revenir à votre question, la prostitution comme sujet, parce que la prostitution, tout le monde a un avis, mais personne ne connaît vraiment la prostitution, en particulier les hommes. Quand vous parlez de la prostitution, si on avait été contre le viol, ou si on avait été pour l'égalité salariale, évidemment, tout le monde aurait été d'accord avec nous, il n'y avait pas de débat. Quand on parle de prostitution, il y a toujours un débat parce que les hommes se persuadent toujours que les femmes sont contentes de faire ça, et après tout, pourquoi empêcher les femmes de faire ce métier, Et les femmes, elles sentent bien qu'il y a un problème avec la prostitution, elles le savent intimement, qu'il n'y a pas de femmes qui sont contentes de faire ce métier, que 95% des personnes prostituées sont des femmes sans papier, et qu'il n'y a pas de femmes qui rêvent de venir en France pour se prostituer. Aucune jeune fille sur Terre n'a ce rêve-là. Donc, la prostitution, ça a un avantage, c'est que ça oblige au débat, et ça oblige les hommes à réfléchir. Il faut quand même savoir que la grande majorité des hommes ne vont pas voir des personnes prostituées, même contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc, l'avantage de Zéro Macho, c'est de dire, mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir une personne prostituée? On a tous connu des moments de solitude, des moments où on avait envie d'un rapport sexuel, et on n'y est pas été voir une personne prostituée pour autant. Donc, pourquoi? Et de devoir répondre à cette question, c'est un truc vachement important, il nous semble, parce que ça oblige à se poser la question de, au fond, pourquoi, quoi? Moi, je trouve ça délirant de coucher avec quelqu'un qui n'a pas envie de coucher avec vous. C'est une vraie violence, et on n'est pas là pour dire pourquoi les gens se prostituent, pourquoi les femmes se prostituent ou pourquoi elles se prostituent pas. On est là pour dire aux hommes, mais
coucher avec quelqu'un qui n'a pas envie, c'est quand même horrible. Enfin, il n'y a pas de bonne raison à ça. Même si vous payez, ça ne change rien. Même si vous êtes marié avec cette personne, même si vous payez une autre personne, bref, coucher avec quelqu'un qui n'a pas envie, c'est quand même une violence incroyable, et c'est une violence que, malheureusement, la plupart des femmes ont connue à un moment ou à un autre de leur vie. Donc voilà, cette sensibilisation, elle se fait par les médias, elle se fait aujourd'hui vachement dans les réseaux sociaux, par des vidéos, par des actions, et puis un travail de lobbying politique. Donc voilà très concrètement ce que c'est que Zéro Macho. C'est compliqué parce que, à l'image de notre réunion, notre assemblée aujourd'hui, il y a peu d'hommes qui se manifestent sur ces questions. Moi, mais ça change. Clairement, il y a 20 ans, j'aurais pas été des vôtres, parce que je pense que vu l'éducation que j'ai reçue, ça m'aurait pas parlé comme combat. La société change, je trouve que les femmes ont plus changé que les hommes. Donc les hommes ont un retard à rattraper, d'où Zéro Macho. Mais on essaye de motiver, on se heurte à une autre difficulté, je pense que notre assemblée aussi le montre, c'est que les militantes physiques ont un certain âge et qu'aujourd'hui les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux, dans les manifestations et dans les actions publiques. Et pour ceux qui sont de ma génération, c'est compliqué de trouver. On a du mal à trouver le bonne clé d'entrée pour parler au plus grand nombre, parce que ça se fait sur Internet, c'est un langage qu'on maîtrise mal. Qu'est-ce qui fait le buzz? Qu'est-ce que les jeunes vont utiliser? Comment ils se parlent entre eux? Il faut qu'on essaye de rajeunir un peu nos associations et nos actions, et c'est pas évident. Il y a tout un vocabulaire à retrouver. Avant, c'était simple, il y avait les manifestations, il y avait les communiqués de presse, c'était simple, c'était pas pour autant facile, mais au moins on savait à peu près ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tout ça est un peu noyé dans la masse invraisemblable des informations des réseaux qui existent. Donc voilà, on est balbutiant, on cherche différents trucs, mais aujourd'hui on essaye vraiment d'occuper ce terrain-là. Une belle organisation qui est un maillon dans la grande lutte des femmes pour leur libération, qui existe depuis des siècles. C'est un maillon, il y en aura d'autres après. Et sur cette base, je voudrais me permettre d'amener une note poétique. C'est un poème de Capel Mendès. Et alors, je mets le décor. Ça se passe il y a 23 siècles, c'est pas hier, ni avant-hier, encore plus avant. Ça se passe en Mésopotamie, qu'on appelle aujourd'hui le Proche et le Moyen-Orient, où l'Empire romain a envahi, on a fait une colonie à l'époque, sous Auguste, où l'on vendait les femmes et les enfants sur l'espace public. C'était l'époque de l'esclavage. Les hommes également, mais aussi on les emmenait dans les légions romaines pour aller faire d'autres conquêtes de territoires ailleurs. Et sur cette base, je me permets de vous réciter l'histoire d'une jeune esclave. Parce qu'elle n'avait pas voulu, pour de divins dieux d'argile ou de bois vermoulu, célébrer les fêtes, ni brûler de l'encens, le prêteur ordonna de la livrer aux bêtes. Et comme elle était jeune, vierge et rougissante, quand l'œil d'un juge impur sur elle se fixait, une clause eut le formel contenu qu'au supplice on la livrerait nue. Et pour que je me taise, il a peur, il crève de peur que je parle, que je raconte, que sa réputation de grand homme, de grand artiste soit entachée. Pourquoi me clouer au silence? Pourquoi ne veut-il pas que je parle? J'en crève, moi, de ne pas parler, de ce silence, toute seule, avec ses fantômes. Tu m'as abandonné, moi, Camille, sa mère. Où
es-tu, Camille? Où es-tu, mon tout petit enfant? Je ne veux pas pardonner. Je ne veux pas me réconcilier. Demain, dès le matin, je partirai. Nous sommes des noirs, nous sommes des noirs.